tous, bienvenue dans En pleine forme, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Vous avez été très nombreux à nous solliciter sur www.enpleineforme.net et nous avons sélectionné 3 questions pour y répondre avec nos experts aujourd'hui. Tout d'abord, peut-on réaliser une anesthésie générale pour ne pas avoir mal chez le dentiste? Ensuite, comment mieux vivre sa grossesse? Et enfin, tout, vous saurez tout sur les TOC. Donc bonjour Philippe, comment pouvons-nous définir un trouble obsessionnel compulsif, un TOC? Un comportement irrépressible. Quelque chose dont le sujet qui le subit, malheureusement, ne peut s'en empêcher. C'est plus fort que soi. Plus fort que soi, très largement, et puis plusieurs fois. Comme par exemple se laver les mains de manière récurrente, 4-5 fois de suite, mais plusieurs fois par jour. Ou vérifier qu'une porte est bien fermée, revenir, faire 2 mètres après avoir verrouillé sa porte, revenir et revérifier que tous les verrous sont bien fermés. Et ceci 3, 4, voire jusqu'à 10 fois pour certains sujets. C'est quelque chose de totalement handicapant au quotidien. Complètement. Alors une personne nous écrit « Mon compagnon a des TOC. Il n'en avait pas lorsque nous nous sommes rencontrés. Ils sont apparus récemment. Est-ce que l'hypnose peut l'aider ?» Totalement. Totalement. Je m'en doutais, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Mais la question à se poser, c'est pourquoi ils sont apparus récemment après sa rencontre. Tout à fait. Un TOC émerge d'une source de stress. Donc ce qu'on va faire en cabinet, c'est que tout d'abord, on va travailler sur installer de la relaxation. Un petit peu comme un sophro, installer de la relaxation corporelle. On va plutôt utiliser, nous, de l'hypnose, quoique la sophro serait bienvenue. Et derrière, on va reprogrammer le sujet en lui faisant un travail sur 2 axes. Le premier, c'est un petit peu comme une désensibilisation, où on va lui faire réimaginer la scène de manière récurrente, plusieurs fois, rejouer la scène, où il verrouille sa porte, par exemple, et chaque fois, un petit peu moins. Par la suite, on va travailler sur l'estime qu'il a de lui-même, parce que... Quand on a une mauvaise estime de soi, on a des TOC? Ça a tendance à sortir, oui. Ça a tendance à contribuer à l'installation de TOC. Souvent, ils ont subi des situations stressantes, angoissantes, et ne se sentent pas la capacité, la force de dépasser cette situation. Donc, travailler sur la confiance en soi va aider à déshabituer du TOC. Et on va désensibiliser. Et on va prescrire des tâches à la personne. C'est-à-dire qu'elle n'aura le droit de faire cette action, par exemple, comme verrouiller sa porte, ou si elle se lave les mains, de ne le faire que 2 fois. Ou 3 fois. Si elle faisait 10 fois la vérification du verrouillage de sa porte, on va lui prescrire de ne le faire que 5 fois. Et ancrer en lui des capacités de confiance en lui, des ressources qui vont lui permettre de résister à la pulsion. Et petit à petit, il va gagner. Alors, ce n'est pas un travail, le travail sur les TOC qui se fera en une séance, ça c'est clair. Il nous faudra 5, peut-être 6 séances pour bien travailler, bien désancrer, surtout s'il est installé. Bon, dans ce cas-là, il n'est pas installé depuis très longtemps, il semblerait, ça ira beaucoup plus vite. Et on peut travailler aussi sur l'élément déclencheur. Si le TOC est apparu récemment et pas dans la petite enfance, on va travailler sur le catalyseur de stress. Qu'est-ce que c'est qui a permis que ce stress installe ce TOC-là? En quoi ça le sécurise? D'accord. Alors cette personne qui vient d'avoir un TOC récemment, ça peut être dû à son travail. Quelles sont les causes? Un changement peut-être professionnel, peut-être familial, mais un changement, un bouleversement dans sa vie. Et une fois identifié, on aidera à reconstruire autour. L'hypnose, Philippe Vernoy en est le spécialiste et va aider un jeune footballeur professionnel qui a un problème. Je vous lis sa question. « Je me suis fracturé la jambe, mais aujourd'hui je suis rétabli. Il est en bonne santé. Cependant, il a quand même une appréhension et il ne peut pas se donner à fond. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue hypnotique, hypnose, PNL? Que pouvez-vous On utilisera un petit peu les deux. On utilisera d'abord, première chose, vérifier qu'il n'y a pas de lésion physique, que tout est rétabli de ce côté-là. Ça, on ne travaillera que sur avis médical. Il nous dit qu'il est en bonne santé, il est rétabli. Je le crois. À partir de là, on va vérifier 2 choses. Vérifier s'il a récupéré son aisance de mouvement. S'il a récupéré son aisance de mouvement, pas de problème, on passera à l'étape 2. S'il ne l'a pas récupéré, parce que souvent c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a... le muscle a perdu une certaine habitude, à cause de l'appréhension, de faire un certain mouvement.
et on va lui récupérer cette aisance de mouvement. Ça se fait en quelques minutes, puisque c'est un mouvement, un geste dont il avait la ressource, qu'il savait faire de manière... Donc là, c'est un footballeur professionnel. Tout à fait. Donc dans votre cabinet, vous allez installer une cage de foot, un ballon, et il Non. va... On va lui demander de se revisualiser, faire ce geste-là. Et puis, on va prendre cette ressource-là, cette visualisation, et la transférer à aujourd'hui, c'est-à-dire l'actualiser. Comme si cette visualisation existait aujourd'hui. Et on va faire un encodage sur cette technique qui utilise la vue, qui utilise le regard, qui utilise les yeux. On va actionner les lobes frontaux pour que cette visualisation, qui est un souvenir, devienne une actualité, devienne aujourd'hui. On transfère la ressource dans un état présent. Et derrière ça, on va travailler en hypnose pour lever les craintes et les peurs qu'il peut avoir. On va lui faire revivre des scènes où il était très performant, le ramener dans ses actions où il avait la pleine possession de ses capacités, sans aucune retenue, sans aucune peur, et lui permettre de revivre ça. Ceci de manière hypnotique. Puis on va utiliser un petit peu de PNL pour permettre de changer une image mentale. Parce qu'il a eu son accident, a été handicapé quelque temps, et il lui reste une appréhension qui est bâtie essentiellement sur une représentation qu'il se fait. C'est-à-dire un moment où il se voit avoir un accident, avoir quelque chose de similaire qui le remette dans cet état-là. Du coup, on va prendre cette image mentale et la remplacer par une image, par exemple, de victoire qu'il a eue, de moments dont il est très très fier, et on va remplacer une image par l'autre. C'est une technique de changement d'image mentale qui est très rapide à mettre en place. Ceci dit, ça ne se fera pas en une séance. On va faire ça sur 2 ou 3 séances. Et puis un petit accompagnement si jamais il lui reste quelques appréhensions derrière. Donc on va utiliser à la fois des moments de PNL, des moments d'hypnose et faire du réglage entre les séances. Comment se déroule une séance d'hypnose ? Vous dormez. Non, l'hypnose est un état un peu différent, un peu magique, qui n'est pas un état d'endormissement, qui est un état commun, qui est quelque chose que vous vivez régulièrement, toutes les heures et demie à peu près. La plupart d'entre nous passent entre 5 et 8 minutes dans un état de conscience complètement décalé, à rêver, à être un petit peu ailleurs, voire un peu somnolent dans certains cas. Et donc on va susciter cet état de manière légère ou profonde, et une fois cet état installé, on va aider le sujet à faire des visualisations, à retrouver des moments, dans ce cas de ce sportif, des moments où il était en pleine action, des moments où il vivait émotionnellement complètement investi, il était complètement investi dans son action, et de lui faire revivre complètement ses ressources sans aucune appréhension, sans aucune peur. Ne vous endormez pas tout de suite, nous avons un grand problème à régler, un couple qui a des problèmes conjugaux et Philippe Vernoy va les aider à résoudre ça. La question pour Philippe est: ma femme est systématiquement dans la compétition avec moi. Cette compétition n'arrête jamais et provoque beaucoup de problèmes dans notre couple. Est-ce que vous pouvez les aider, Philippe? Je peux essayer au moins. Y arriver? Probablement. On a beaucoup de couples qui sont bâtis, surtout dans nos générations actuelles, où on voit beaucoup de couples qui sont plutôt des couples de cadres, qui ont plutôt misé sur la carrière et qui se retrouvent en compétition. Compétition de carrière, mais compétition de vie aussi. Et on se trouve face à des couples qui ne sont pas du tout complémentaires, qui ont construit leur couple autour d'une pas une rivalité, le mot est extrême, mais d'une concurrence. Voilà, un challenge quelque part, à qui réussira le mieux dans le couple. Quelque part, c'est bien qu'un couple soit bâti comme ça, mais il faut qu'ils aient des moments de complémentarité. Il faut qu'ils aient des moments d'égalité et de complémentarité. Donc on va travailler sur installer dans le couple des relations complémentaires, en lâcher prise quelque part, tout en conservant leur égalité dans le couple, amener une dose de complémentarité. Et souvent, c'est souvent le cas, pas mal de cas comme ça, où c'est monsieur qui se plaint. C'est ce que j'allais dire. En général, les hommes n'aiment pas que leurs femmes réussissent mieux qu'eux. Et c'est un point de vue assez subjectif de la part de monsieur. Donc on va essayer de travailler sur qu'est-ce que ça remet en question pour lui. Le machisme, hein, j'imagine. Non, c'est une image de lui.
machisme, bon, un petit peu, mais surtout une image de lui-même. Il se sent quelque part dévalorisé, ne se sent pas entendu, pas écouté fréquemment. Donc on va travailler sur ses croyances limitantes et son image de lui et son image du couple. Quelle est son image du couple? Et on va essayer de voir à quelle référence il construit, sur quelle référence il construit son couple, sa vision du couple, qui est souvent en décalage avec le couple réel. Et en général, quand c'est monsieur qui a cette vision-là, c'est assez facile de l'amener à lâcher un petit peu sur ce qu'il aurait aimé, son image idéale, et accepter une réalité où madame a sa place. Donc on change cette vision des choses grâce à l'hypnose? Un petit peu, en remontant une partie grâce à la PNL, en modifiant les croyances limitantes qu'il a autour du couple, souvent parce qu'il a calqué sur des couples paternels, son couple paternel, ou sa tradition familiale. On va changer quelques croyances limitantes là, et puis de notre côté, on va travailler en hypnose sur adoucir les choses, l'amener à lâcher ses tensions, à ce que l'inconscient nous amène quelques ressources pour l'amener à lâcher prise. Parce que sa femme, nous allons l'hypnotiser aussi. Et si on a la chance, si on a la chance d'avoir le couple ensemble en cabinet, ce qui est le cas en thérapie familiale, quand on fait un petit peu de thérapie familiale, on a la chance d'avoir les deux des fois en cabinet et c'est beaucoup plus facile. Alors, auquel cas, on va hypnotiser les deux à la fois. Travailler sur les deux et travailler sur leur relation tout en ayant les deux en état de transe. Le mot est un peu violent, mais en état d'hypnose, on dira. D'accord, pour que les deux réussissent et que les deux s'entendent bien. Tout à fait, pour amener un petit peu de requalification du couple à une nouvelle image. Merci. Voilà. Je regarde mon collègue parce que bon, bah voilà. Vous voulez parler de l'hypnose, alors il se sent concerné, il a envie d'intervenir. C'est vrai qu'on peut utiliser l'hypnose pour des régimes. On peut utiliser l'hypnose. C'est un complément, hein, c'est-à-dire que c'est comme toujours en médecine, on fait aussi une prise de sang parce que tu parlais à un moment de carence, il faut aussi voir s'il n'y a pas de carence pour pouvoir pallier aussi à une éventuelle pathologie et l'hypnose est un outil. Bah justement, parlons-en de l'hypnose. Il y a une personne qui se pose énormément de questions sur le sujet. Une amie m'a conseillé l'hypnose, nous écrit-elle, mais je ne suis pas rassurée à l'idée de me faire hypnotiser et elle veut savoir si c'est dangereux. C'est une excellente question. Est-ce que l'hypnose est dangereuse? Non. Clairement non. Nous allons développer quand même. Oui, c'est résumé, non, mais il y a beaucoup de mythes sur l'hypnose. Il y a un aspect magique, ça paraît mystérieux, alors que c'est un processus tout à fait naturel. Effectivement, sur les régimes, c'est très efficace en complément. Et sur les régimes, mais j'ai dit une bêtise. Parce que les régimes, c'est pas bien. Donc, ce n'est pas sur les régimes, mais sur un amaigrissement. Sur un amaigrissement, je ne suis pas un spécialiste. On a dans notre institut des spécialistes de cette forme d'hypnose, mais je sais qu'il y a de très bons résultats avec l'hypnose sur l'amaigrissement. Du comportement. Tout à fait, oui. Ouais. Recadrer ces choses-là, c'est un outil magnifique. Et c'est un outil qui est complètement naturel. Vous êtes en hypnose toutes les heures et demie, globalement, quelques minutes. Et on a tous fait des expériences d'état hypnotique. Vous conduisez votre voiture, vous avez fait 10 km sur l'autoroute sans vous en apercevoir, et vous êtes déjà arrivé à la sortie. Ce sont des moments d'absence, ça. Quand pas d'absence, vous n'avez pas ailleurs, la tête dans les nuages. Vous n'avez pas eu d'accident. Vous êtes arrivé là, concentré, focusé, sans accident et en n'ayant pas vu le trajet se dérouler. Vous étiez en état de conscience modifié. C'est un état hypnotique. Il y a beaucoup de sortes d'états hypnotiques différents et vous en vivez quand vous lisez. Où vous imaginez toute l'aventure, tout le film, où les images défilent dans votre tête. Là vous êtes dans un état de conscience modifié. Et lorsqu'on vient dans votre cabinet et que vous nous hypnotisez, on peut faire des choses inconsciemment, avoir des comportements peut-être dangereux, des comportements peut-être étranges? Pas dans le cabinet, non. Pas dans le cabinet. Parce que lorsqu'on est hypnotisé, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Vous ne ferez jamais en hypnose quelque chose qui est contre vos valeurs. Quelque chose qui va foncièrement contre ce que vous êtes, contre ce que vous aimez, contre vos valeurs, jamais, et vos croyances, jamais vous ne le ferez. On ne peut pas, de l'extérieur, il n'existe que de l'auto-hypnose.
Parce que là, je ne parle pas pour moi, je suis porte-parole de cette téléspectatrice qui aimerait s'adonner à cette activité, qui aimerait être hypnotisée, mais qui a du mal à lâcher prise, qui a un peu d'appréhension, qui a peur de l'inconnu finalement. C'est pas un lâcher prise, on va y aller doucement. Avec quelqu'un qui vient en cabinet, qui ne veut pas, on va lui donner du choix. Pas besoin, on va lui faire vivre une expérience, par exemple, hypnotique, tout en étant consciente. Lui montrer que, par exemple, elle ne maîtrise pas son bras, qu'il y a une autonomie propre, tout en discutant avec vous. Pour lui la rassurer sur ce fait-là. Lui montrer que c'est absolument pas dangereux, c'est totalement naturel et ça procède de processus qu'elle vit en permanence. Est-ce que vous pouvez faire des choses à des personnes sous hypnose? Non. Alors, si vous voulez obtenir un prêt de votre banquier, est-ce que vous pouvez l'hypnotiser? J'aimerais bien. Mais je doute qu'il soit réceptif à cette chose-là. Voilà, il faut être réceptif. J'ai vu un test dans des émissions américaines qui consiste à faire ce geste-là. Tout à fait. Pour savoir si on est hypnotisable ou non. Alors, en quoi ça consiste, ce geste? Alors, ce geste-là, c'est ce qu'on appelle un test de suggestibilité. Mot difficile. Alors, on va tester sur moi. Est-ce que je suis hypnotisable? Qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez faire la même chose serrez vos doigts et imaginez que je serre une vis comme un étau qui va rapprocher vos doigts progressivement. Et je donne un tour. Un tour. Concentrez-vous sur vos doigts et je serre la vis. Je serre la vis, je serre la vis. Et petit à petit, cette vis, ça devient de plus en plus difficile pour vous de tenir vos doigts écartés. Effectivement, il se rapproche. Et petit à petit, au fur et à mesure que je donne un tour et un autre tour... Ce n'est pas truqué, hein, c'est fait sans trucage. C'est truqué. Pourquoi? Parce que vos doigts se rapprochent naturellement. Seulement, si la personne... Tenez-les comme ça et je ne dis rien et vos doigts vont se rapprocher. C'est physiologique. C'est physiologique. Seulement, si ça va très vite, ben, la personne est suggestible. Si elle résiste... Si elle force, on sait que la personne a une peur pour rentrer en hypnose. D'accord. Ça nous donne non pas un degré d'hypnotisabilité de la personne, mais un degré de si elle a peur ou si elle n'a pas peur. Merci. Vous pouvez tester ce geste à la maison pour savoir si l'hypnose fonctionne sur vous. Merci à tous pour tous ces conseils, pour ce test réalisé en plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions sur www.enpleineforme.net. Nos experts seront là pour y répondre. À très bientôt. Au revoir.